Today we have a very exciting session. It's on AMAP. Can you say AMAP? AMAP is the African Mini Grid Acceleration Program, which is a flagship program of the African Development Bank, a TA program that's designed to promote private sector investments in Africa. With that being said, we have a wonderful panel that's composed of three public representatives from Madagascar, from Guinea, from UNDP, and of course, as part of the presentation, we'll have a deep dive into country sessions where we're going to look into lessons learned out of the implementation of AMAP, looking into particular in terms of showcasing the program's technical assistance initiative, which have been deployed, the development of standardized approaches to market building, and key insights that have been gained throughout the implementation of the program. It's a mix of both Anglophone and Francophone in terms of the panel, so we'll have the presentation and the discussion in both languages. Don't worry, we have translation available for you. So without much further ado, I'd like to start by inviting the panel to come in front. In particular, I'd like to invite Monsieur Abdamen, who's le directeur général d'AGER. AGER, c'est l'agence guinéenne de l'éducation rurale, the Rural Education Agency of Guinea, Monsieur Abdamen Keita. And secondly, we'll also like to invite Mr. Heritiana, who's the Director for Planning and Evaluation at ADER. ADER is the Rural Education Agency in Madagascar. And thirdly, I'd like to invite Mr. Churchill Ogutu, who is working on de-risking renewable energy investments within UNDP. Kindly come to the front. As they come in front and to get us started, I'd like to invite Robert. Robert Aitken is the program officer responsible for the AMAP program to give us a quick run-through of what AMAP entails and the lessons learned. You have the floor. Thank you, Dennis. Welcome, ladies and gentlemen. So we're just going to have to get everything ready. Can we put the presentation up? Sorry, just waiting for the presentation. That's it. All right, excellent. Thank you very much, Dennis, and to the panelists. So before we get into the panel discussions, I'd just like to provide a presentation on AMAP in action, just to explain what it is we do and how we do it. Let's hope this works. Fantastic. So AMAP, as Dennis mentioned, is the African Mini Grid Acceleration Program. It's a technical assistance facility targeting green mini grids, de-risking the markets to facilitate private sector investment. Our objective is to address the barriers, or indeed to help developers get over or around them, to enable more private sector investment in the sector. We are a $7 million technical assistance facility, and we are funded by the Sustainable Energy Fund for Africa, SEFA, and managed by the African Development Bank. We all know these numbers, although they don't seem to change from conference to conference, but this is the challenge. 81 million households identified in sub-Saharan Africa that need to be electrified, ideally in a least cost sense by green mini grids, with a price tag of around $80 billion. A huge number, made even more concerning in terms of the time frames that this needs to be achieved in, 5 years effectively.
there's various solutions or categories of solutions. You know, I was at the ALE event in Lusaka, and the conversations all around access to finance, patient equity, etc. Sure, a lot of finance needs to come into the market to make this happen. We saw that figure, 80 billion. But before that happens, we need to de-risk the market. And that's the role of AMAP. Our objective is to de-risk across the sort of ecosystem, the mini-grid sector, to facilitate more private sector investment. So just some considerations about how we do our work. Just in context, we need mini-grids to work. In any kind of future scenario, in any least cost scenario, there's a big role. There's always a big role for mini-grids. It's predetermined. But the point is, despite a few exceptions, they are not financially sustainable, from capex to level of demand, regulation. There's a basket of risks that need to be addressed. The TA, the way we see TA, is about supporting the foundations for a long-term market sustainability. And our approach to this is critical. It's not about short-term fixes. It's not about plugging the gaps. It's about developing a robust ecosystem that can support mini-grids and the investment required. There's not isolated projects here and there, but sustainable energy markets. And one of the ways, our sort of lead consideration, plural, if you like, is about innovation, standardization, and collaboration. Now, I know innovation and standardization don't belong in the same group, but we'll discuss that. I'm not going to discuss it. I mean, the objectives are clear. It's about addressing the barriers to enable investment to flow into the sector. So the program itself is 3 pillars, 3 operational pillars: public sector readiness, access to finance, and developer support. So looking at the first pillar, public sector, there's two components to this pillar. One is more sort of regional tools and using technology to make the challenge easier, and the other is to sort of apply this thinking on a country level. So let's maybe first look at some of the tools and resources, that sort of innovation that we try to bring into the work that we do. Firstly, I mean, we use a lot of geospatial. I know we're all using geospatial analysis now, but we've been doing this for some time. You know, the idea is, particularly in the case of identifying sites, doing pre-feasibility studies, you know, that our use of geospatial analysis and the data associated has made the opportunity development process a lot easier, a lot more efficient. So it's about, you know, more cost effective. It's also a critical planning function. Obviously, we're interested in mini-grids, but when you do a full country scan with every rooftop and all overlaying infrastructure, that's effectively the sort of underpinnings of a least cost electrification plan. So we've done this in multiple countries, 4 so far. We're learning as we're going, we're refining and increasingly standardizing the process. We also make use of e-tendering solutions just to get that transparency and efficiency and also replicability. You know, so that's again increasingly moving towards using innovation, but increasingly sort of standardizing the approach to it. Challenges, for sure, many, but in our minds, that's how progress is forged. Another sort of methodology, if you like, in terms of standardization is what we call the market acceleration plan. Now, we know that there's a fairly standard set of barriers within markets. You know, the challenge is that they differ from country to country. There are different combinations in different countries. There's a standard set, but they apply differently in different spaces, mostly related to the maturity of the markets and other factors. So what we've done is we've built a full suite of resources which we draw down on depending on the requirements of specific countries. So it's standardized, but it's sensitively so, that it can be selectively applied to different sort of challenge scenarios, if you like.
I'm actually going to skip that because we've kind of discussed that. There we go. So in effect, this is a resource set. So we've got sort of terms of reference that if there's a need for a site identification or productive use or whatever the case may be, based on a diagnostic, we will draw down these kind of 90% ready terms of reference, so they're in our library and they're ready to deploy as and when needed. We also have a stack of training courses around key issues such as capacity in government in terms of policy, regulation, and even amongst developers as well, system sizing, financial modeling, and all those sorts of things. So intensive training materials within our suite or our library, as well as templates and tools. You know, if you want a financial model, or you need a template for a community agreement or a concession agreement or whatever the case may be, it's preloaded in our sort of resource library. And then it's activated by a diagnostic study or a stock-taking exercise. Go to the country, if there's not one already, which there should be, then we undertake a diagnostic and figure out what the problem is. And then it's a sort of a decision-making tree. Is this in place? Yes, then move left or right. So then we know what resources to deploy in a particular country at any particular time. So that's our MAP framework. So we're trying to develop, borrow, integrate, optimize different tools and technologies and strategies out there to simplify the process. It's a tough sector. I think any margin that we can gain is a good margin, you know, in terms of time and resources. So that's the more sort of broad level digital technology integration, but let's look more closely at some of the country case studies. So there's only 8 countries there. We're actually active in 10, but the last 2, Guinea-Bissau and Cabo Verde are a bit sort of light touch preliminary at this point, but we're fully active in 8 countries. And maybe just looking more closely at some of these countries. So in the case of, Cameroon, so the market assessment is about revealed sort of limited mini-grid experience, limited off-grid planning, inadequate regulation frameworks, institutional capacity also an issue. So what we put together is 3 different work streams, some of them with subcomponents, including a regulatory review, stakeholder capacity building under component 1, as well as a procurement and financing strategy for identified mini-grids. We also did a geospatial analysis on a range of sites. I think it was 50 plus GMG sites with pre-feasibility study and some ground truthing as well. And then an additional study was 2 of those were potential hybrid hydro solar sites. So we did we're doing detailed feasibility studies on that as well. So we did the diagnostic, we understood the country, and we felt that these are the best ways to support it. In terms of innovation and standardization and collaboration, we're using geospatial analysis. We're using the sort of pre-feasibility modeling, so we're trying to be more efficient, trying to be sort of resource sensitive. Standardization, particularly issues around tariffs. We don't want to reinvent the wheel. We don't have to go through this process again. AfDB has made incredible progress with their tariff tool. AMAP and SEFA are implementation partners. We bring them in. So instead of starting from scratch, and the thing about it, obviously it's all politically sensitive as well, particularly around tariffs. There's developer perspectives and there's regulatory perspectives, you know, and how the costs are spread, you know, around the tariff. So at least with the AfDB, increasingly so, there's sort of buy-in from both parties, so we can get around that initial kind of tension. So let's use the approved options out there instead of reinventing our own. So that's a little bit about collaboration. We're also working with the World Bank, who are also involved with regulatory issues. We need to understand what our development partners are doing, and we need to make sure what we do is complementary, or what we do collectively is complementary. So that's Cameroon. Let's go to Madagascar. Again, fairly standard channel, limited off-grid electrification, regulatory process needs a little bit of strengthening and some planning support. We've done a diagnostic study, and what we engaging with in terms of the work streams with ADER is impact assessments, approval processes, and approval. I'll talk about that a bit now.
as well as supporting ADAIR with the administrative and technical procedures manual. That's the sort of the sort of institutional design and mandate and how it engages with the market. So if we want to build capacity, Madagascar is a huge opportunity for mini-grids, as WeLight have demonstrated. ADAIR is very well disposed towards mini-grids, so we come in and we just sort of try, complete the solution, if you like, but also working with other donor partners. So we work very closely, in the case of Madagascar, with obviously with ADAIR, but also with GIZ, the World Bank, SE for All, just to make sure our contributions are effective and we have clear sight of what we're doing and there's no overlap and what have you, and it's complementary. So in terms of integration, we are reviewing the approval process for mini-grids. It's a long approval process. It takes many, many, many months. It asks questions about the capacity of ADAIR and other ministries that need to get involved, because there's different aspects from environment to land to energy to what have you. So we're looking very closely at optimizing and making more efficient that approval process. And it is for ADAIR and it is for the future, but it also has relevance now. So the IFC, the World Bank has the DECIM program. Bamboo Capital is the fund manager. They have a mandate for X number of years. The current rate of the approval process, they'll get very few mini-grids funded over the line. So if we can make that more efficient, reduce the time it takes, then Bamboo Capital can invest World Bank funds more effectively in their time space. We've done a good job, and there's a legacy approval process left for the country as well. So also looking at ESR impact assessments, what we're doing there is we're trying to align sort of infrastructure risks with regulatory requirements. And a lot of the infrastructure impact assessment assumptions are around large-scale infrastructure, but in the case of a small-scale mini-grid, the impacts it's got a far lower risk profile. What we're trying to do while being still fully compliant with Malagasy law, is to make that more aligned with the risk realities of mini-grids. So in terms of that, we look at that as sort of innovation and how this can be not just used in Madagascar effectively, but a similar sort of approach in other countries as well. And obviously using the MAP framework to identify the kinds of interventions we need to do. Mali, a similar sort of thing. So what we're doing there is based on a diagnostic and engagement. Diagnostic's not a sort of a clinical freestanding exercise. It's obviously very much engaging with government as well as other stakeholders. So what we're doing there is a regulatory review around responsibilities, grid arrival, technical standards, construction procedures and that sort of stuff. We're also updating the APDER, the electrification strategy master plan, as well as the rural electrification program, the priority rural electrification program, and as well as site identification and feasibility studies on 100 localities. So in terms of collaboration, we are working closely with AfDB's Desert to Power. We're trying to assist them, particularly around site identification and feasibility studies, that we are kind of, in this case, one bank, but we also work obviously with other partners as well. So in terms of innovation, standardization, leveraging off those digital tools as well to make things more cost effective and efficient. And last case study, Guinea, similar sort of thing. And there we're working with AGER on the techno-economic feasibility study of 45 plus sites, looking at regulations and tender procedures. And a lot of this is sort of embedding knowledge. Once the tender procedures are set and done, they're there for the next round as well. We're also using Odyssey for e-tendering and to integrate the feasibility studies, etc., into the e-tendering platform. So collaboration with our partners, GOPA, Intech, obviously the Azure and Odyssey, using e-tendering, leveraging off these digital tools, etc. So let me just. So that's pillar one. We're in up to 10 countries. I'll give you some insight into what we've done in some of those countries. Generally, what we do in a broad spectrum, policy and regulation, planning, socio-economic impact. You're not with me. Policy,
socioeconomic business models, access to finance. Okay, so that's pillar one. Pillar two is more about access to finance. AMAP doesn't invest. SEFA invests. Concessional is a concessional investment fund or facility. AMAP is technical assistance, but we do get involved in access to finance. There's various ways we can intervene from a technical assistance point of view to enhance the prospects of accessing finance. So under this component, we have two particular work streams. One is a viability gap finance instrument, which we'll discuss, as well as what we're quite excited about is the provision of executive support services, skills to mini-grid developers. So let's just look briefly at these two. So we have commissioned a RBF instrument to accelerate the deployment of mini-grids and to be agile and tactical enough to address some of the challenges around RBF, some of it sort of not enough upfront payment, etc. It's not a new instrument. There's many RBF instruments out there. There's CR and UEF, etc. So we didn't want to create something new. So what it is, it's an optimized instrument that looks at the strengths, the successful components of existing instruments, and then sort of adding to perhaps what it's learnt the hard way in terms of new features and strategies and what have you. So some of those components include streamlining the application process. We do it at a regional level rather than a country level, and also about leveraging off the value of the RBF, so we can provide mandate letters to enable developers to access commercial finance. Also about grant reservation. Successful applicants can hold their grant for up to 18 months. It doesn't lapse too quickly. Bank guarantees, etc. So we try to build in some of the sort of subsequent thinking around RBF, some of the challenges that have been exposed. We try to sort of build that in and optimize and create a more sort of a market-sensitive instrument. So the status is at the moment it is developed, operations manual is there. So at the moment we're looking at options around implementation, operationalizing the instrument. Early stages yet, but we have engaged both within the bank and externally, like for instance with the World Bank's Ascent program. But the final solution there is still to be decided, but that will happen shortly. And then the other aspect of the other work stream under component 2 is our executive support facility. And what this is designed to do is to place seasoned executives, the sort of a C-suite type executive within tier 1 and tier 2 mini-grid developer companies. Our initial focus is on the sort of chief financial officer or legal expertise, particularly around, so financial officer, particularly around capital raising and legal expertise in terms of the transactional advisory services associated with that process. So this is being designed under AMAP 1. AMAP 1, I left that part out, is started in 2021 and will conclude at the end of this year, but there will be a follow-on program, hopefully to be launched in first quarter 2026. But so this executive secondment facility, what they call now, not part-time, it's now fractional, is being designed under AMAP 1 and will be refined and sort of lightly piloted under AMAP 1, but will be rolled out in its full extent under AMAP 2 from 2026 onwards. So I think, and we've had lots of conversations with developers, a lot of one-on-ones, particularly last week in Lusaka. And access to these types of skills, they come at a cost. And most mini-grid developers cannot afford them. But to get over the line in terms of capital raising, you need access to these kinds of skills. So the thinking is, let's have this secondment facility. We could look at a co-pay sort of arrangement, or perhaps we pick up the tab ourselves. But to have 12 to 18 months of access to senior executive type skills to assist with capital raising, we think is a good idea. And hopefully, if they are successful, they can employ these sorts of skills themselves more directly. So those are the two pillars. I'm so sorry. That was that. I'll try to keep it up on the side. So pillar 3 is
more direct support to developers. We know it's a difficult environment for mini-grid developers. There's a lot of expectations imposed on them, working in the most difficult places amongst the poorest in the world, and they're expected to be financially sustainable and to do their thing. So we look for different ways to support developers directly. So under this theme, we look at one of our key work streams is to support developers with ESG compliance. So we're having a launch of this particular program in this room at 2:30 after lunch, so we can get more details then. But so that's one of the work streams is ESG focus, and the other one is to convert our market development program help desk into a knowledge platform. So in terms of ESG, mini-grid developers struggle with complying with ESG framework. The expectations and requirements can be onerous and stringent. In terms of and if you don't comply, it's really is an obstacle, a barrier to capital raising. So the challenges are a lot of the financiers have different expectations regarding impact and reporting requirements. There's a lack of ESG understanding, particularly in up-and-coming, developer companies, and their resource constraints. To have a full-time ESG expert in an emerging mini-grid company, it's a big overhead that they don't have. So the solution is to develop the guidance. We can't change the pillars. ESG, it is what it is. It's a big wall to get over, but we can't reduce the height of the wall. We can only help mini-grid developers get over it. So it's focused on mini-grid developers, providing guidance materials, capacity building, training, and just to help with compliance to make it easier. So training materials, templates and tools, and whatever we can do. So it's a fairly substantial piece of work that's just been launched, and please do join us this afternoon. And then finally, from the developer support. So what we're doing is we're in the process of developing a knowledge platform. The help desk did its job. Times have changed. We have a different role to play in the field. So what we're doing is we're transferring the effective resources from the help desk onto the knowledge platform, and we're also adding new tiers of sort of knowledge responsibility. We want to be the sort of market leader in standardized tools and resources, so we accumulate either developed in-house or referenced elsewhere. And we're also working quite closely with other organizations, particularly UNDP's AMP program, who have the community of practice, to make sure that we play complementary roles in the field, and that collectively, even IFC scaling mini-grids, that collectively we cover all bases and for the benefit of the sector. So that's being designed at the moment. So in conclusion, so our task is to contribute to unlocking, there's so many expectations, 80 billion and 3,000 mini-grids a month, and this is what we need to do. So our job at AMAP is to unlock the market and to make sure it achieves its potential. It's definitely not easy, but it's definitely a whole lot harder if we do not embrace innovation, standardization, and collaboration. Thank you. Merci beaucoup Robert pour cette présentation assez détaillée qui nous donne en fait un aperçu sur l'état de marché, les défis, les cas pratiques et quand même les solutions apportées par le programme AMAP. Je profite de présenter un nouveau panéliste, c'est-à-dire Monsieur Amadou Sidibé, qui est le directeur général de la MADER. MADER is the Rural Electrification Agency for Mali. Monsieur Amadou?
Okay, we're going to continue. Sorry about that. There's been some slight mistake around the presentation. And I request Robert to join us here as part of the panel. Yeah. Donc, pour vous tous, on va commencer par se présenter. Je vais commencer avec vous, Monsieur Heritiana, si vous pouvez présenter votre organisation et quand même de nous présenter votre expérience en tout ce qui est de participation aux initiatives d'assistance technique par l'ordre type ou bien de soutien que vous avez reçu. Bonjour à tous, merci de m'avoir passé la parole. Permettez-moi d'abord de vous exposer un petit peu le contexte de la Terre, ainsi que leur politique et leur stratégie pour l'électrification rurale. Donc l'ADER est une agence de développement de l'électrification rurale. C'est un organisme rattaché auprès du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures qui a pour mission principale de promouvoir l'accès à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines. En termes historiques, l'ADER a été créée en 2004 avec l'appui plus particulièrement de la Banque mondiale. Et dans ce temps, le taux d'accès à l'électricité était seulement de 2%. Mais avec l'appui de la GIZ en 2009, donc il y avait un appui sur l'élaboration d'une planification d'électrification rurale. Et c'était sur la base de cet appui-là que l'ADER avait changé son approche pour la réalisation des projets d'électrification rurale. Et dans ce sens, le taux d'électricité a été augmenté a été atteint jusqu'à 6% en 2010. Toutefois, l'État malgache avait ratifié les objectifs de développement durable en 2015. Et suite à cette ratification des objectifs de développement durable, donc, le ministère de l'Énergie a fait ressortir la nouvelle politique de l'énergie qui est d'atteindre le taux d'accès à l'électricité nationale de 70% en 2030. Dans ce sens, nous, ADER, avec l'appui continu des partenaires techniques financiers, comme la Banque mondiale, la GIZ qui était toujours avec nous, l'Union européenne, l'ONUDI, les SEFA. Donc on a pu changer notre approche pour l'électrification régionale, et ce, sur la base de nos plans directeurs régionaux indicatifs. On a pu lancer les appels à projets afin d'accélérer au plus vite le taux d'accès à l'électricité. Et de ce fait, on a là maintenant, on a atteint le taux d'accès à l'électricité au niveau rural de 17%. Donc de 2010 à 2017, on a presque même doublé le taux d'accès à l'électricité au niveau rural. Très récemment, il y avait l'initiative AM300 qui a été signée et exposée en Tanzanie. Donc l'objectif a été changé
80% d'accès à l'électricité au niveau national à Madagascar en 2030, tant l'ADER sera amené à atteindre les 75% d'accès à l'électricité au niveau rural. Et sur ce, donc, on est en train d'avoir des soutiens, plus particulièrement de l'AMAP, via PNUD, le SEFA également, pour l'amélioration des plans d'électrification afin de ressortir des plans d'investissement pour lesquels les secteurs privés pourraient vraiment participer et promouvoir avec l'ADER l'accès à l'électricité, plus particulièrement dans les zones rurales. Donc, en parallèle, cette réforme de la planification, il y a l'amélioration des textes législatifs et des textes réglementaires, tels que, par exemple, la loi PPP, qui est déjà en place, et l'amélioration de la loi Codelec 2017-020 qui a pu, par lequel les opérateurs ont pu entrer en vite dans le processus. Je pense que c'est ça pour les appuis, les soutiens que nous, ADER, on remercie vraiment les partenaires et techniques financiers pour leur soutien continu dans l'atteinte de l'objectif fixé par le gouvernement malagasy. Merci beaucoup, M. Heritiana. Maintenant, je passe la parole à M. Keita, en fait, le DG adjoint de l'AGER. Pourrez-vous vous présenter, bien sûr, présenter AGER, et aussi de donner un petit peu un aperçu des programmes d'assistance technique que vous avez bien reçus le soutien de BE des fonds, votre expérience. Ok, merci, monsieur Denis. Je suis effectivement Abdourahmane Keita, directeur général adjoint de l'Agence guinéenne d'électrification rurale. Et l'Agence guinéenne d'électrification rurale AGER, c'est un établissement public administratif qui est sous la tutelle technique du ministère de l'Énergie et la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Alors, l'AGER a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales. Et à cet effet, disons, l'AGER doit communiquer le plus largement possible sur les nouvelles dispositions institutionnelles d'appui technique et financier aux différents opérateurs et pour faciliter l'accès en électricité en milieu rural et de promouvoir également l'électrification rurale, disons, sur tout le territoire national. L'AGER participe également à faciliter l'accès à des solutions novatrices aux différents opérateurs, disons, dans le but de baisser le tarif et d'utiliser des sources de production les plus rationnelles pour la production de l'électricité en milieu rural. L'AGER intervient également dans l'accompagnement des opérateurs en termes de facilitation, disons, la détaxation, disons, au cordon douanier de toutes les acquisitions ou de toutes les importations
dans le cadre de l'électrification rurale, dans le but toujours de minimiser les investissements afin de rendre l'énergie accessible à un tarif abordable aux populations vivant en milieu rural qui ont des revenus pas assez élevés. Donc, en matière d'assistance technique, l'AGER a bénéficié effectivement d'une assistance technique de la BAD du fonds SEFA et qui nous a permis aujourd'hui de réaliser des études de faisabilité dans 42 localités. Initialement, c'était 45 qui étaient prévus, mais disons, on a trouvé que certaines localités étaient déjà dans le portefeuille de la Société nationale d'électricité. Et pour ne pas qu'il y ait doublons, on les a carrément enlevés. Alors les études ont porté sur 42 localités et à travers, disons, le cabinet Intec GOPA qui est vraiment en train de nous accompagner dans ce sens et cette assistance a permis aussi à renforcer les capacités de l'AGER, les capacités opérationnelles surtout, parce que dans la mise en œuvre de projets, nos ingénieurs ont participé, disons, à la collecte des données dans les localités et à l'analyse de ces données pour sortir des études de faisabilité quand même fiables. Et tout cela a permis à l'AGER vraiment de grimper en termes de capacité opérationnelle, mais aussi le cabinet nous a accompagnés dans l'élaboration du dossier d'appel d'offres qui doit aboutir à la sélection des opérateurs privés. Et pour cela, il a fallu des validations de ce DAO par toutes les parties prenantes qui interviennent dans la passation de marché, comme la loi le stipule en République de Guinée. Alors, donc, nous sommes à cette dernière phase de cette assistance technique et dans les semaines à suivre, disons, le lancement d'appel d'offres aura lieu. L'autre assistance technique, c'était le PNUD qui nous l'avait accordé, le Programme des Nations Unies pour le développement, dans la mise en œuvre de son programme environnement, a permis à l'AGER d'élaborer son outil programmatique qui est le Programme national d'électrification rurale. Alors un cabinet a été recruté à cet effet pour l'élaboration de ce document qui est aujourd'hui l'outil d'opérationnalisation et qui nous a permis au moins de dénombrer toutes les localités rurales en République de Guinée devant accéder à l'électricité pour, comme tous les autres États d'ailleurs, atteindre l'accès universel. Et donc, même si il y a un seul ménage dispersé, quel que soit son emplacement, son accès a été pris en compte dans l'élaboration de ce programme national d'électrification, laquelle assistance a permis à réaliser 2 mini-réseaux dans 2 localités et qui ont été des programmes de démonstration vraiment de l'importance des mini-réseaux parce qu'en un laps de temps, ça a complètement changé la vie des populations vivant dans ces localités. Voilà de façon brève un peu la mission de l'AGER et puis les 2 assistances techniques que nous avons bénéficiées jusque-là dans la mise en œuvre de notre mission qui consiste à faire accéder à l'électricité les populations vivant en milieu rural. Merci beaucoup, Monsieur Keita. Now turning to UNDP, in particular to Mr. Churchill Agutu. Could you introduce yourself and also as part of the introduction, also tell us from your experience working with UNDP, working on the African Mini-Grid program and the market, what are the key pain points that developers and private sector are facing that is limiting the ability to get projects, notably infrastructure projects and green mini-grid projects faster off the ground? Thank you. Thanks, Dennis. Good morning, everyone. My name is Churchill Agutu. I am the de-risking renewable energy investment specialist at UNDP, mainly supporting work under the Africa Mini Grids program, which is a country-led
technical assistance program that's aiming to build a mini-grid sector and advance it across 21 countries in sub-Saharan Africa. It's funded by the GEF, and we're implementing it in collaboration with RMI and the Africa Development Bank. We see two key values with the Africa Mini Grids program. The first is that we are in many markets, advanced markets, early stage markets, and fragile states. And so we have an opportunity to share and knowledge and learn from these different countries. And so we're developing a lot of knowledge products, one which is the de-risking renewable energy investment work. We also see a lot of value in developing tools that can then be implemented within these countries in their sectors, but also other countries more broadly. And so there we are working together with the AfDB as well as AFO to develop standardized tools and training materials. In addition to that, we also have the vehicle through which we're implementing this is a community of practice, and that's a network of actors who are operating in these countries, mainly governments, but we are opening it up to developers and anyone who is interested in working in the space. In addition to that, we actually are hosting the second gathering with the members of the community of practice here in Uganda. We've been having separate events on Monday and having one tomorrow, but the community of practice colleagues are also in and around, so feel free to also reach out to them. Regarding the question that you asked about pain points, with the de-risking work, we've very much been going to these countries and speaking to investors and developers, trying to understand, the barriers that are hindering them from investing. And some that have come up has been one being limited availability and access to subsidies. This is manifesting in different ways. In one case, you're having governments having state budgets that aim to provide subsidies mainly for the main grid, but typically do not account for mini grids. In other cases, you're also having issues around the lack of compensation or capital to compensate mini grid developers in the event that the grid arrives. In addition to that, another issue that has also come up is just in countries where there are subsidies, there are no institutional structures or procedures that actually clearly provide an avenue. If I'm a developer and I want to access this subsidy, how do I actually access it? And maybe one third one, which is very important, with private sector, privately financed or private sector mini grid developers, they require sort of like exclusivity to specific areas. They need regulations or policies that clearly state that this area is designated for mini grids, mainly because the grids and mini grids in some cases are often close to each other or at the point of getting close to each other, and so there's always this risk that the grid can encroach in these areas. Those are the key barriers that have arisen so far. Thank you very much, Churchill. And I'll take your last point in terms of the risk of grid encroachment and tie that to planning issue. Mr. Heritiana, vous avez bien quand même surligné le trajet de l'ADER, parlé en fait de besoin de plan d'électrification. Donc, bien sûr, on sait bien qu'un environnement propice commence par un plan national d'électrification qui est bien intégré et clair. Comment les programmes d'ADER ou bien les programmes en général d'assistance technique des BE des fonds s'alignent sur le programme national d'énergie ou bien des stratégies d'électrification, notamment au réseau? Donc, comme je l'avais dit là tout à l'heure, que sur la base de l'initiative M300 qui vient d'être ratifiée en janvier de cette année, donc il y a également les plans directeurs régionaux indicatifs au niveau de l'ADER. Il y a les processus d'appel d'offres qu'on a actuellement avec l'ADER selon les approches définies dans la loi Codelec. Il y a deux approches, l'appel d'offres
qui sera réparti en deux types, l'appel à projet. Plus particulièrement, on utilise pour la promotion de l'électrification au niveau régional et l'appel à candidature, là où on réalise un appel d'offres pour quelques localités via une source d'énergie renouvelable identifiée à partir de nos plans directeurs régionaux indicatifs. Et finalement, il y a l'approche à candidature spontanée. Et là, c'est sur la base des offres soumises par les promoteurs privés, pour lesquels ces opérateurs privés-là, ils trouvent les localités intéressantes pour eux d'installer les mini-réseaux et des localités qui sont vraiment très rentables par eux. Donc ces localités qu'ils soumissionnent comme candidature spontanée, donc ces localités sont hors les plans directeurs régionaux indicatifs. Toutefois, ces projets-là promet l'accès à l'électricité et aide à la promotion de l'électricité, surtout dans les zones rurales. Comme je l'avais dit là tout à l'heure, il y a ces processus d'attribution des contrats, soit contrat de concession ou bien contrat d'autorisation délivré par le ministère de l'Énergie ou bien par l'ADER via délégation, qu'on pourrait trouver les seuils pour chaque différente source d'énergie dans la loi. Donc c'est ce qui différencie les deux contrats, les concessions et les autorisations. Sur ces outils-là, donc vu l'initiative M300, donc il y a comme j'avais souligné tout à l'heure que pour le rural, on est là actuellement à 17%, alors que avec l'initiative M300, on devrait atteindre pour le rural 75% au minimum. Donc dans ce sens, il y a l'appui des différents partenaires techniques et financiers dans l'assistance technique surtout, pour l'amélioration de cette planification, en citant par exemple l'utilisation des outils on-set, également l'outil Vita, qu'on va promouvoir plus particulièrement pour la promotion des mini-réseaux hybrides solaires. Et associé à cet outil de planification Vita-là, il y a l'Odyssée qui va nous permettre plus particulièrement le suivi et évaluation des projets mini-réseaux hybrides surtout, afin que nous puissions avoir les impacts et les effets de ces projets-là. Notons que cette assistance est soutenue par la Banque mondiale. Il y a également le SEFA là-dessus. D'autre part, comme soulevé par Robert là tout à l'heure, la réalisation d'un projet à Madagascar demande un long processus et un long délai. Pour ne citer par exemple qu'il y a des activités d'études environnementales et sociales qu'on devrait réaliser. Et sur ces études-là, donc on devrait faciliter les opérateurs privés à réaliser ces études-là.
Et sur la base de celle-ci, donc il y a la PAD à travers le SEFA, la MAP également, qui nous soutiennent dans l'amélioration de l'étude. Donc, élaborer un guide pratique pour les opérateurs privés afin de faciliter les instructions et l'octroi de permis pour l'étude environnementale et sociale. Donc il y a la PAD, le CFA et la MAP là-dessus. De l'autre côté également, il y a le PNUD qui nous appuie pour la promotion de l'électrification rurale. Très récemment avec la MAP. C'est un projet pilote dont il y a deux projets pilotes plutôt, là où il y a vraiment des potentiels économiques importants pour lesquels on pourrait faire une vitrine pour les secteurs privés qui veulent s'investir à Madagascar. Merci beaucoup. Pour toute partie prenante, c'est vraiment important d'avoir des projets qui sont bien optimisés et adaptés aux besoins locaux. Et maintenant, je tourne vers M. Keita de nous parler de quelles sont les idées, disons, fausses courants que les BIE défend, bien sûr, les prestataires d'assistance technique pour avoir sur les priorités de l'État. Ok, bon, je dirais que aujourd'hui, les bailleurs de fonds, tout comme les prestataires de services, ont la fausse impression que l'État ne les accompagne pas suffisamment en termes de mise en œuvre des projets d'électrification rurale par mini-grid, que la priorité est de faire l'extension du réseau national, ce qui n'est pas vraiment une réalité évidente, parce qu'aujourd'hui, à travers les projets pilotes de mini-grid et à travers les assistances techniques que nous avons bénéficiées, l'État est en train de fournir beaucoup d'efforts dans la promotion de l'électrification rurale par mini-réseau. Disons, l'exemple palpable est la prise d'un arrêté conjoint qui, disons, qui détaxe toutes les importations, qui exonore toutes les importations faites dans le cadre de la promotion de l'électrification rurale. Donc, ceci dit, tous les équipements qui doivent importer dans le cadre de l'électrification rurale sont détaxés, sont exonérés. Et dans la mesure où les opérateurs qui importent ces équipements ont un contrat dûment signé avec l'État à travers l'Agence guinéenne d'électrification rurale. Donc, ce sont des situations qui portent à croire que l'État est en train de fournir des efforts pour non seulement accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre des projets d'électrification rurale par mini-réseau, parce que cela a démontré que c'est le moyen le plus rapide et à moindre coût de faciliter l'accès à l'électricité en milieu rural. Donc, cela change carrément la donne. Je dirais que c'est vraiment, ce sont des fausses impressions que les bailleurs se faisaient. Mais en réalité, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. And now I'll turn to Churchill. As part of Robert's presentation, he did present some of the tools for AMAP. And speaking about the risk, it will be very interesting to know from your experience, what are the most effective models or approaches you see in the market for ensuring that technical assistance programs are sustainable beyond donor involvement or financing? No, thanks for that question. And you know, we've also been trying, like as we've been implementing the pilots and the projects and the AMP, we're sort of learning as we go. And I think that at the moment, one of the things that I think are very important is, first of all, sort of realizing that it takes a lot of time to actually
for these projects to evolve and for them to be successful. Before the Africa Mini Grids program, UNDP was already supporting countries in setting up mini grid projects. And 5 years ago, productive uses of energy was not as big a topic as it is now. And other things we're also seeing is that demand for electricity, for instance, takes about 2 to 3 years to sort of pick up. Because of these changes, you have new things coming in. For example, you need more battery capacity. Users are all of a sudden learning more about productive use options. So now we have to look at, do we provide new financing mechanisms? So I think a lot of, first of all, just realizing that it takes time, and then also iterating. So as you continue doing with the work, you sort of learn and you make changes. I think another thing also in terms of enabling or allowing for these models to be successful is sharing and open sourcing data and information. Access to, just PUE data, for instance, is really difficult to get. And under the AMP as well, in the digital component, one of the things we've been looking at is we have developed this quality assurance and monitoring framework that allows us to collect standard metrics for mini grids across the different AMP countries, and we want to set up a digital platform that can collect this mini grid data from different countries and aggregate it into a single platform, which can then be shared with different actors. I think those are the most important points. I think maybe one more is capacity building and sort of empowering, governments and different actors through capacity building. So we're introducing these new tools within countries, and one big part of the AMP has been focused on capacity building for developers, for governments, for financiers, so that once the AMP program ends, there's still continuity. And maybe also one more, so just supporting these countries through looking at developing long-term sort of solutions to finance these projects that are available. With the digital component, for instance, we've been working with the countries to help them think about, are there donors that they could work with to source capital in the long term. Thank you very much, Churchill. I'll put you, Robert, on the spot. You've listened, you have a bit of the challenges that the public sector have mentioned. You've also showcased the case studies across the countries, and from the learnings, could you maybe just provide a snippet in terms of the solutions that you're looking at implementing through the current AMAP or even beyond AMAP 1.0? Sure, thank you, Dennis. Just listening to my colleagues from Madagascar and Guinea and UNDP, I think one of the critical issues, one of the lessons we've learned is, I think the key lesson is to make, I'm very interested in how sort of donors, implementation partners interact with governments. I think we have sometimes slightly different, not agendas, but pressures, and so one of the things we've noticed, particularly in donor-busy countries, and I would say Madagascar is one such, Guinea, Mozambique, that what would help is donor coordination. That there's a lot of different development partners, there's a lot of different public sector organizations involved. I think of Mozambique, there's at least 5 in the energy sector. So there's different points of entry into the market that different donors use. There's different messages shared. I think, and what I'll try to say in the AMAP presentation is that efficiency is key. And I really think that, and development partners can help governments. And I also think particularly now that we have this kind of umbrella structure, the M300, I think it's given it more market coordination itself. So we need to think about how to more effectively coordinate donors from a government point of view. The government obviously has to drive this program, linked to market development plans, be they electrification or otherwise, and just to make sure that we don't get any duplication, overlaps, inefficiencies. Then I think we can all do our work quicker, more effectively, and the impacts will be greater over a shorter period of time. Many thanks, Robert. Et maintenant, je passe à M. Keita. Au côté public, pouvez-vous parler sur peut-être le besoin le plus important de la partie de l'État pour développer son activité de mini-réseau?
Bon, disons aujourd'hui, l'un des goulots d'étranglement au déploiement des mini-réseaux dans les localités rurales aujourd'hui est le manque d'études de faisabilité. Après avoir élaboré le programme ou le plan national d'électrification rurale qui a, disons, identifié toutes les sources de production possibles, toutes les approches d'électrification rurale possibles, et en fonction de cela, le nombre de localités devant bénéficier de telle approche ou de telle approche est connu, et l'investissement qu'il faut pour chaque approche et pour chaque localité étant connu. L'étape suivante, c'est la réalisation des études de faisabilité et suivant, disons, les différents horizons que le plan a définis. Alors, pour cela, nous avons besoin d'un financement de la part des bailleurs de fonds, d'une assistante technique pour faire ces études de faisabilité, comme on l'a fait dans le cadre du fonds SEFA pour 42 localités. Pourquoi ne pas augmenter l'enveloppe pour aller vers un certain nombre de localités plus élevées et qui pourra nous permettre d'aller rapidement. Mais l'un des goulots d'étranglement aussi, c'est peut-être la réponse tardive de certains bailleurs de fonds par rapport aux différentes requêtes que nous envoyons. Parce que, bon, quand une planification est faite, il y a un temps, un délai qui est accordé à chaque segment. Alors, si les requêtes ne sont pas répondues à temps, cela entraînerait des glissements sur la réalisation de certaines activités déjà planifiées. Et du coup, ça risque un peu de fausser la planification réelle effectuée. Donc, l'approbation aussi, bon, les avis de non-objection sur les activités constituent aussi des goulots d'étranglement. Donc, à ce niveau, les pouvoirs publics, à travers ces institutions telles que l'AGER, nous souhaiterions que les bailleurs mettent des procédures très simplifiées et nous permettant de mettre en œuvre, disons, les projets que nous avons déjà planifiés. Merci beaucoup, Monsieur Keita. Look at you, Churchill. Robert talked about donor coordination becoming very important. If you could change just one thing about how donors and public institutions coordinate, integrate, and interact in the energy sector, what would it be, and what would be the most important thing from both the public and private point of view? Yeah, that's a hard question, but I think one of the things that also we've learned from AMP is just finding complementarities. I mean, the example is the standardized training materials that we're having now. We have we had started looking at some of the materials that we would be able to give to the different countries, and we realized that AFUR, for instance, already has some of these tools, like the tariff tool as one. And I think it's possible to then look at where these complementarities are and then leverage on that. And then maybe also just leveraging on where there are networks. With AMP, we are in 21 countries. We're in some fragile states where typically some actors are not there. Again, looking at, is it possible to then, if one actor is already within the country, and they then sort of partner with that actor to then, scale the work going forward. Thank you, Churchill. Et maintenant, je passe à M. Heritiana. Donc, si vous pourriez changer une chose, c'est-à-dire de la façon que les bailleurs de fonds structurent ou bien intègrent leur programme dans le secteur d'énergie, quel serait-il? Aussi de savoir quel est le besoin le plus important pour l'agence publique comme le TIA, comme l'ADER, pour le développement de son activité de mini-réseau vert. Merci. Oui, merci bien pour la question. Je reviens toujours sur notre objectif, sous l'initiative M300,
Donc, je rejoins également l'idée de notre collègue guinéen de procéder à des procédures simplifiées, plus particulièrement pour les bailleurs de fonds. Notons que, en termes de coordination, chez nous, à l'ADER, on a quand même pu partager les différentes assistances techniques ainsi que les zones d'intervention de ces différents partenaires techniques et financiers. Et c'est sur la base de cette coordination-là que nous souhaiterions, comme l'avait soulevé notre collègue là tout à l'heure, d'avoir des procédures simplifiées. Quand même, il y a déjà une initiative, par exemple, pour les projets financés par la Banque mondiale. Donc, on a comme facilitation des procédures, il y a l'ouverture des fenêtres de financement, de différentes fenêtres de financement, financement nouveau mini-réseaux, les financements des extensions et des densifications, les financements de l'innovation, l'innovation plus particulièrement dans les nanogrids ou bien les mesh grids. Et il y a également les fenêtres de financement sur les kits solaires. Donc, comme cette initiative-là, donc, on souhaiterait vraiment qu'il y ait d'autres facilitations de la part des autres partenaires techniques et financiers de l'ADER. Également, ce qu'on a pu relever, des opérateurs privés qui interviennent déjà avec l'ADER. Donc, ils se plaignent de l'outil de financement qui n'est pas encore fonctionnel. Par exemple, si je ne cite que le Fonds national de l'énergie durable, que nous espérons vraiment que le décret d'application de cette loi soit sorti d'ici peu pour cette année. Et avec l'effectivité de ce fonds, donc on pourrait accélérer très vite l'électrification rurale. De l'autre côté, l'exonération des taxes d'importation pour les matériels énergie renouvelable. Donc en ce moment, le ministère de l'Énergie, l'ADER, avec les différentes parties prenantes comme le ministère des Finances et de l'Économie, à travers la Direction générale des douanes. Donc on est en train de voir les solutions de facilitation pour le traitement de ces demandes d'exonération des taxes d'importation. Merci beaucoup, Monsieur Aitken. Maintenant, on va ouvrir la séance questions-réponses. I'd like to open the floor to question and answers from the public. Yeah, I do see a hand raised there, so we'll start with the representative, I believe, from Bena. And you can ask questions in English or French and to any of the panelists. Merci aux différents panélistes pour la qualité des exposés faits et la pertinence du sujet abordé sur la problématique du développement des mini-réseaux. On m'appelle Alassane Korato Sono. Je viens du Bénin. Je suis du ministère de l'Énergie. Je suis donc au cabinet du ministre de l'Énergie
au Bénin. Je suis directeur national des projets du secteur de l'énergie avec le PNUD. Il me plaît de partager avec les différents participants une problématique fondamentale liée au repositionnement, c'est-à-dire un changement de paradigme de la part de la BAD. Alors, je commence d'abord par spécifier une relation trilogique qui existe entre l'État, les entreprises privées, les populations à la base et les agriculteurs bénéficiaires ou qui cherchent à bénéficier du système d'énergie. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer le rôle de l'énergie dans le développement de nos différents secteurs. Et je crois que le PNUD l'a si bien compris à travers les programmes de mini-réseau en mettant en place des phases pilotes qui renseignent sur la disponibilité, c'est-à-dire qui renseignent sur l'existence de la demande et donc du marché. Au passage, je remercie les panélistes qui ont touché du doigt à une réalité fondamentale, la question des études de faisabilité. Alors, figurez-vous généralement pour accéder à ce type de financement, qui sont pour moi risqués pour les entreprises privées qui désirent s'investir dans les mini-réseaux, c'est-à-dire veulent faire carrière en termes ordinaires dans la vente de l'énergie en passant par les mini-réseaux. Mais qui sont les premiers bénéficiaires? Ce n'est que les agriculteurs, les populations à la base, qui sont loin de bénéficier du système ou de la politique mise en place par l'État. Alors, dans ces conditions, s'il faut d'abord demander une étude de faisabilité avant d'accéder au crédit, mais le coût de l'étude de faisabilité suffit déjà pour l'entrepreneur à mettre en place un mini-réseau. Si tel est le cas, est-ce qu'il est opportun pour lui de gaspiller des centaines de mille, des dizaines de millions pour mettre en place une étude de faisabilité digne lorsqu'il désire mettre en place une unité de transformation pour créer de la valeur? Observez bien, je prends un cas concret des agriculteurs ou à la base des gens qui sont dans la transformation par exemple du manioc, de l'anacade, etc. S'il doit disposer d'une étude de faisabilité, les ressources nécessaires pour cette étude de faisabilité avant de pouvoir être éligible au mini-réseau, ces ressources suffisent déjà pour mettre en place une unité de production d'énergie. De ce fait, il se pose une véritable question. Qu'est-ce que la BAD fait pour rendre plus accessible l'accès au financement de ces entreprises privées qui veulent faire carrière dans le développement des mini-réseaux? Donc c'est là la question fondamentale. Étant bien entendu que de plus en plus, certaines institutions comme le PNUD font déjà un travail à la base à travers des phases pilotes. Donc l'accessibilité au financement de la BAD pose problème, bien entendu, dans ce contexte bien précis de développement des mini-réseaux pour, bien entendu, les populations à la base et les agriculteurs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alassane. Donc, je vais passer à Robert. Robert, if you can just touch lightly, number one, in terms of what AfDB is doing in terms of de-risking upstream, notably what it can do in terms of touching on finance and feasibility studies, what it can do in terms of improving access to finance as well. But the other panelists are also welcome to share their experiences as well. Je voulais aussi dire qu'en fait, les études de faisabilité sont très importantes pour bien dimensionner quand même la viabilité de projet, devoir examiner les aspects juridiques, les aspects techniques, financiers, environnementaux. Donc ça, c'est le premier point de départ, mais je voulais juste laisser les paroles à M. Robert. Okay. Thank you, Dennis. I think it's a critical question, and we raised it in the AMAP presentation. The cost of feasibility studies is
prohibitive. And we need to make sure that we can use these digital tools more effectively because they are way cheaper. To put a conventional, traditional feasibility study is boots on the ground, household to household, estimating demand, etc. It's incredibly expensive and time-consuming exercise. And if you don't get it right, which very rarely you do, you can't really go back, because you're going to repeat those costs. So we absolutely have to get a more digital, a feasibility framework done. It's really the only plausible way, cost-wise, time-wise, that we can achieve this. So, so in terms of the costs and accessing finance, maybe just briefly, AMAP 2, the follow-on program to the current one, is looking more closely at direct developer support. Obviously, we can't support every developer, but with a sort of a larger ticket TA contribution, which could cover things like feasibility studies and that sort of thing. So, that is an option within the bigger market. Obviously, we can't solve the problem. We can only help a limited number of developers. But I think the real solution is digital, where you can actually adapt the numbers and benchmark more effectively over time and what have you. Okay, thank you. Thank you, Robert. Churchill, do you want to weigh on that as well? Go ahead. Maybe just one point that, there's like the mini-grid project or like one pilot, but then there's also a sector the mini-grid sector as a whole. And I think it's important to think about both. There was the point that was mentioned about, local farmers and looking at like the potential for revenues from like the local farmers. GIS models play a very big role in that. But also from a de-risking perspective, there are bigger questions about how do you actually now create an enabling environment, and this is what we're doing with the de-risking work. And I think one thing that has come up, which I also mentioned earlier, is streamlining some of these processes around access to subsidies within the country. If these processes are actually clearly defined and well elaborated, then it's easier also for developers to access some of this capital to help with some of this work. Yeah. Thank you, Churchill. À la fin, on reste aussi ouvert d'avoir des réunions de suivi si besoin, mais je crois que vous avez obtenu la réponse de la partie du panel. We'll move on to two other questions. So I see a hand raised at the back. Merci beaucoup. Je vais parler en français. Ma question s'adresse aux deux membres qui travaillent avec l'agence d'électrification rurale et aussi celui du ministère de l'Énergie. Alors, moi, c'est parfait. Je suis de Tech Power Services, un développeur en RDC. Alors, on a toujours vu que dès qu'il y a, par exemple, des grands projets, par exemple, pour le cas, par exemple, de la Banque mondiale ou de l'agence de la Banque africaine et tout ça pour développer des mini-réseaux, on a toujours vu que les développeurs locaux ne sont pas beaucoup plus pris en considération. On a toujours mis des critères pour essayer un peu d'éliminer pour éliminer des développeurs locaux. Alors j'aimerais savoir s'il y a, donc dans leur pays, ils ont des mécanismes qui, lorsqu'il y a par exemple des appels à manifestations spontanées financées par exemple par la Banque mondiale, qui permettent aussi les développeurs locaux aussi d'essayer un peu de participer aussi dans la réalisation de ces projets. Et puis maintenant, ma deuxième question, je vais adresser ça à M. Robert, et je peux même parler en anglais. So I would like first to ask, my second question is addressed to Mr. Robert. So I would like to know if in the technical assistance facility that you presented, there is a component to support also local developer, because accessing to finance for local developer is very also hard, and we've seen in the past that those technical assistance facility, they are more targeted to those big companies, and sometimes they overlook local companies, and I think it should be also crucial for local companies to be considerate, because we need more developers, and this can help. So I would like to know if also there is a component that also supports local developer to build skills so that they can
access to finance. So those are my 2 questions. Thank you. Thank you. Any other question would like to? Okay, 2 hands raised, so let's go for it. Merci de m'accorder la parole. Moi, je m'appelle Eric Maïmana, je suis directeur général de l'agence burundaise de l'électrification rurale, à bien sigle. Je voudrais féliciter d'abord les panélistes pour de bonnes présentations. Effectivement, ils nous ont pu partager leur expérience dans les travaux quotidiens. Pour le cas du Burundi, nous avons déjà mis en place une stratégie d'accès universel à l'énergie, à l'électricité. C'est un bon pas pour les investisseurs qui veulent venir investir au Burundi. Ils vont trouver les facilités. Mais également, on a mis en place une loi sur l'électricité qui recouvre effectivement tout le secteur et qui facilite aussi les investisseurs privés de pouvoir venir aussi investir au Burundi. Mais une question en tant qu'un opérateur public en milieu rural, nous avons déjà eu de mini-réseaux. On a aujourd'hui des mini-réseaux pilotes au Burundi qui s'élèvent à 16 mini-réseaux qui ont été cofinancés par l'Union européenne et la Banque mondiale et le PNUD et le gouvernement du Burundi. Mais après la mise en place de ces mini-réseaux, on a éprouvé un problème de gestion. Celui qui s'était chargé de la gestion, il vient de céder la gestion. Il a dit que voilà, c'était une société privée. Il a dit qu'ils n'ont pas trouvé, donc les recettes ne couvraient pas les coûts liés à l'exploitation et tout consort. C'est nous, la partie publique, qui a pu récupérer les mini-réseaux pour utiliser les subventions de l'État. Donc, je voudrais savoir comment vous préconisez en tant que... je m'adresse à monsieur, j'ai oublié le nom, monsieur deuxième à droite. C'est monsieur Robert. Qu'est-ce que vous préconisez en termes d'appui dans la gestion des mini-réseaux? Parce qu'on a vu que la plupart de nos pays éprouvent le même problème. Qu'est-ce que vous préconisez dans la gestion des mini-réseaux? L'appui, quel est votre appui? Peut-être que je n'ai pas bien capté comment vous préconisez dans la gestion des mini-réseaux. Et en fait, pour inviter les investisseurs de venir au Burundi, parce qu'il y a déjà le chemin, on a déjà identifié 33 mini-réseaux dans les études qui sont disponibles sous le financement de la Banque mondiale. Nous avons déjà 33 sites dont les données, les études de faisabilité sont disponibles, et aussi les autres 6 sites qui sont déjà identifiés pour la réalisation des mini-réseaux. On peut aussi prévoir l'utilisation d'une méthode hybride hydrosolaire pour les mini-réseaux, parce qu'au Burundi, nous avons beaucoup de ressources à nous aussi. Je voudrais inviter tout un chacun de venir aussi investir au Burundi. Le pays est en gros vierge, parce que le taux d'électrification en général, le taux d'accès s'élève à 25,9%, dont 16 en milieu rural et 8 en milieu urbain. Donc, je vous remercie et je vous invite aussi de venir investir au Burundi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière question, monsieur Ludovic. Donc, bonjour, Ludovic Malan de AE Power, donc développeur privé. Ma première question s'adresse à monsieur Keita. Concernant l'appel d'offres que vous avez évoqué. Vous avez évoqué 42 sites, 42 localités. Je voulais savoir un peu, vous avez parlé de quelques semaines. Est-ce que vous avez une date à peu près, c'est ce premier trimestre, deuxième trimestre, pour qu'on puisse un peu nous préparer en tant que secteur privé pour participer à cela?
Et ma deuxième question is from Robert. I'd like to know when you have a technical assistant to the state in terms of assistance to raise all the tenders that we have in the rural area electrification. How do we manage to have such tender to reach the target? Because we have seen in some countries like Togo and also Guinea that some tenders was initiated but never arrive at the end because of different issues. Thank you. Merci beaucoup. Donc, on va commencer avec la première question. Ça, c'est lié à comment accroître la participation des développeurs locaux dans le marché de mini-réseau. Et ça, c'est une question posée à l'AGER et l'ADER et bien sûr aussi à M. Robert. Donc, je vais commencer avec vous, M. Keita, et puis Heritiana, and finally Robert. Ok, merci pour mon ami de la RDC. Disons, la participation des opérateurs locaux dans nos différents appels d'offres, il évoque ici, disons, l'édition des critères qui permettent d'exclure ces opérateurs locaux. Pour notre part, nous ne mettons pas ces critères en place pour exclure qui que ce soit. D'ailleurs, notre premier opérateur en termes de mini-réseau, c'est un opérateur local et que nous avons formé parce que dans la mise en œuvre d'un projet d'électrification rurale, il faut tenir compte du contenu local. Et, autrement dit, à compétence égale, on préfère les locaux. Donc, mais ce qui arrive le plus souvent, le dilemme auquel nous faisons face, c'est que la nature de l'électrification rurale chez nous, c'est le partenariat public-privé. Et qui parle de partenariat public-privé, l'État transfère les risques à l'opérateur privé. Et généralement, ce qui arrive, nos opérateurs locaux ne veulent pas prendre ces risques. Et ils veulent les partager avec d'autres personnes ou avec d'autres entités. Et le plus souvent, ce sont des opérateurs internationaux qui ont de grands moyens financiers, parce qu'après tout, dans la méthode de subvention, l'État apporte entre 60 à 70%, jusqu'à 80% de subventions en capital d'investissement pour vraiment inciter l'opérateur. Mais les 20 ou 30% que l'opérateur aussi doit apporter, et des fois, nous avons des difficultés avec les opérateurs locaux pour avoir leur quote-part. Donc, c'est ce qui fait souvent que c'est eux-mêmes qui s'auto-excluent. Sinon, nous n'avons pas pour vocation d'exclure qui que ce soit. D'ailleurs, si c'est un opérateur local, c'est plus facile parce que le paiement se fera en monnaie locale, de la subvention, et puis tout ça, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais si c'est un opérateur international, alors il va exiger à ce que le paiement de la subvention se fait en dollars ou en d'autres devises, mais avec la fluctuation du coût de la devise, des fois, ça nous met dans certaines situations dans des positions inconfortables. Donc, de façon grosso modo, on n'exclut personne. C'est les capacités financières et techniques des opérateurs locaux qui font qu'ils sont souvent out. Merci, M. Keita. M. Heritiana. Merci à notre collègue de la RTC pour cette question. Je rejoins également l'explication de notre collègue Kiné, là tout à l'heure. Donc, pour nous, la partie étatique à Madagascar, il n'est nulle question d'exclusion de différents opérateurs, que ce soit nationaux, locaux ou bien internationaux. Et cela est défini déjà comme dans notre loi, que y a, et à partir de cette définition qu'on a émise dans notre loi, la définition de processus
d'avoir les contrats de concession au point d'autorisation. Donc il y a des processus vraiment distincts. L'appel à projet, pour lesquels les opérateurs locaux, vu leur capacité technique et financière très faible, ils ne peuvent pas surtout soumissionner dans ces appels-là, sauf si ces opérateurs locaux-là, ils ont la capacité à mobiliser les investisseurs ou bien les bailleurs. Par contre, nous avons pu soulever de nos expériences à travers le processus d'appel à concurrence, là où l'appel d'offres est limité à des projets ponctuels pour l'électrification de quelques localités, disons 5 localités au maximum. À travers cet appel d'offres-là, beaucoup d'opérateurs locaux ont pu soumissionner et ont pu avoir les contrats à travers ce processus d'appel d'offres-là. Par contre, ce qui gêne pour le moment et pour lequel la partie étatique est en train de miser sur la réforme, c'est surtout la mise en effectivité du Fonds national de l'énergie durable, à travers lequel tout opérateur privé, que ce soit locaux ou internationaux, puisse accéder à des subventions d'investissement afin de promouvoir l'accès à l'électricité. Je pense que... Merci beaucoup. Robert, you have quite a number of questions lined up for you. The first one is how we can increase local developer participation. Tied to that, you can address Ludovic's question around how you can optimize tenders to reach all targets or all markets. And thirdly, it's around what kind of support can offer to the public sector, notably Burundi, in terms of management of mini grids. You're going to have to remind me about the 2 and 3. Look, I think as my colleagues have mentioned, I mean, we don't, as a technical assistance program, exclude anyone really. It's just, it's the nature of the market. For instance, our future program around providing executives, skills and resources and that sort of thing, it's not targeting international companies. It's targeting capable companies. So, as my colleague said, I mean, there's a huge amount of risk and responsibility on mini grids, perhaps unfairly so, but that's just the reality we find ourselves in. So, I mean, in short, we don't exclude anyone, but I know where the question comes from, that how do we actually build capacity of local developers? And I think, that's another, it's another question altogether. Here we are sort of racing forward towards 2030, and then there are very fundamental questions about sort of equity and fairness and who's involved and who's not. So, I mean, it's a bit of a dilemma. We sort of looking forward and we're looking forward hard, but we need to look back as well and make sure not only everyone gets over the line in terms of access to energy, but that there's a more acceptable political mix in the organisations providing those services. So, in short, we don't exclude, but I know that there are that they're sort of like the requirements are stacked against emerging developers. And I think also sometimes the route to market is not always a local company wanting to be a mini grid developer. Often it comes from commercial and industrial and sort of segues into the market. So I think there's lots of different routes to the market, but the point is acknowledged. Thank you, Robert. And in terms of the last question for support to Burundi on management of mini grids. Management of mini grids. Yeah. In what way? In public sector. Or I would encourage you maybe to just get in touch. Yeah, I mean, maybe we can do this bilaterally. Yeah, okay.
There's a question to you, Mr. Keita, sur l'appel d'offres, si vous pouvez quand même donner une réponse rapide. Oui, merci à notre collègue. Par rapport à l'appel d'offres, bon, le lancement est subordonné, disons, à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. D'abord, la validation du DAO par toutes les parties prenantes, comme exigé par la BAD d'ailleurs, qui est, disons, notre bailleur sur ce projet. Et donc, à ce niveau, ce n'était que le régulateur qui avait soulevé quelques points d'incompréhension avec lesquels nous avons eu des séances de travail pour éclaircir ces différents points et puis passer à l'étape suivante, qui est le lancement d'appels d'offres pour un certain nombre de localités pour lesquelles la BAD nous a annoncé son intention de financer. Alors, à temps opportun, ça sera publié sur le site de notre agence et dans pratiquement toutes les voies ou les canaux, tous les canaux de communication qui pourront faire, à travers lesquels tout le monde sera informé de l'appel d'offres. Merci beaucoup, Monsieur Keita. Thank you very much. I would not like to be the man standing between you and coffee. So with that said, I'd like to thank you for your active participation, your inputs. I see there are still follow-up questions, and I'll encourage us to get in touch with the panelists. They're available during coffee break and even as they leave the stage. So I'd like to thank you for the very active participation, for the rich discussions. And just say that at the African Development Bank, at SEFA, we stand ready for business. We stand ready to engage with you. And do please engage with Robert after this session. Engage with Churchill from UNDP. Engage with Mr. Keita from Azure, and the same with Mr. Heritiana from Adair. So let's give a round of applause to the panel. Merci beaucoup. Coffee will be served at the exhibition. It's just downstairs, so you can have some few minutes for that. Thank you very much. Il n'y a pas de photo de famille.